Cette zone critique, c'est une zone dynamique, avec des flux entrants, des réactions chimiques et physiques avec certains taux plus ou moins efficaces, et puis des flux sortants, donc éventuellement des zones de stockage. Quelle proposition on peut faire pour l'Anthropocène? On peut se positionner probablement vers l'interface des sciences humaines. Une première question, c'est comment ce concept de zone critique est présent dans le débat public. Cette zone critique, elle évolue en fonction d'un milieu qui est naturel, d'un milieu qui est agricole, où là l'homme va être vu comme une perturbation de la zone critique, et puis un milieu urbain où finalement, plutôt qu'être une perturbation de la zone critique, l'homme va carrément contrôler et façonner la zone critique. Donc je pense que la zone critique, elle descend tellement loin jusqu'à la pédogénèse qu'elle pourrait révéler des choses ou mettre des choses dans le débat. On a travaillé sur un gradient d'anthropisation en Île-de-France, depuis les milieux semi-naturels jusqu'à Paris intramuros, si vous voulez, qui a une décroissance très claire, non seulement de l'abondance de la faune pollinisatrice, mais également de sa richesse physique. On veut également aller plus loin dans l'utilisation de la faune pollinisatrice comme marqueur de l'anthropisation. Puisque vous savez que les milieux urbains, par exemple ici vous avez une carte de Los Angeles et de sa banlieue, sont caractérisés par une accumulation de métaux lourds. Si ces polluants sont dans l'atmosphère, ils vont passer dans le sol, donc ils vont passer dans les plantes, et donc ils vont passer dans les animaux qui se nourrissent de ces plantes, notamment les pollinisateurs, mais nous aussi les humains. Paris, ce n'est que la ville-centre. Si on prend les communes autour de Paris, on a ce type de dessin. Dans tout ce grand bassin parisien, moi jusque-là, comme ça, il y a peu d'influence des très politiciens. On n'a jamais arrêté de cartographier les résultats électoraux. On a accès à toutes les données sociodémographiques de l'INSEE, aux données du ministère des Finances, de Bercy, sur les revenus des ménages. C'est la carte de Marine Le Pen aux dernières élections présidentielles. Elle est très classique parce que le vote pour le Front National et le vote Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen est extrêmement structuré. Il serait intéressant de prendre ces indicateurs et de les construire sur les données environnementales et de voir ce que ça donne sur les territoires. Sur les inégalités environnementales, on va avoir des contraintes spécifiques par rapport à nos méthodes initialement développées pour faire de l'évaluation des risques sanitaires. Donc on va construire des données interopérables et on va croiser ces données également avec des indicateurs socio-économiques et sanitaires pour voir s'il y a une relation entre pollution et niveau socio-économique des populations et pollution et état de santé des populations. Moi, je suis frappé de voir comme ces travaux sont très proches des travaux qui avaient été menés aux États-Unis, notamment sur le racisme environnemental, qui montrait que les Noirs, que les Latinos avaient beaucoup plus de chances d'habiter dans des zones à risque. Et à partir de là, s'était construite toute une théorie de justice environnementale qui n'a guère essaimé en France. Et il me semble qu'on pourrait développer toute une série de travaux de justice environnementale à partir de ces données. On a choisi de s'intéresser au réseau social Facebook, qu'on a voulu en fait penser comme un lieu virtuel d'ancrage de pratiques numériques. Donc on va individualiser finalement l'hyperlocal avec le passage d'une vision géocentrée à une vision égocentrée. Ces pratiques numériques doivent se lire en parallèle ou en complément des pratiques offline, des pratiques dans l'espace physique réel. Il y a une montée en puissance d'un certain nombre de réseaux associatifs, non seulement en France, mais en Europe de manière plus générale, qui méritent d'être analysés. On n'est plus dans une transformation par un intermédiaire, on est sur une transformation directe et spontanée sur le milieu, avec l'idée de l'améliorer. Il y a évidemment des questions d'inégalité écologique qu'on pourrait interroger dans la question de l'aménité ou de la capacité à accéder à des espaces verts ou des choses comme ça. Il y a aussi une question qui est à la fois quelles sont les formes de représentation qu'on peut donner, quel est l'accès qu'on peut avoir à ces données, et donc à partir de cet accès, quelle forme de visualisation on peut créer, mais aussi en quoi cette forme de représentation, elle permet une capacité à agir. Il y a une question de légitimité du projet environnemental pour le collectif impliqué, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on fait du bien, quoi. On a envie d'un peu de spatialiser tout ça, de faire un peu une géographie de tout ça. Ces associations, elles veulent une plateforme d'échange. Donc une plateforme informatique, donc c'est bien plus qu'un SIG. Moi, je suis intéressé à mettre dans ces données ce qu'on sait du vote écologiste, et Strasbourg et Paris, c'est deux bons exemples. On peut avoir une dynamique du vote écologiste dans ces lieux, ou du non-vote écologiste dans ces lieux, qui, à mon avis, peut expliquer pas mal de choses. Le vote écologiste, c'est aussi Bac+3, et Bac+4, Bac+5, etc. Donc il y a à l'évidence un capital culturel dans ces lieux dont on peut penser
qu'il est en lien avec les capacités de mobilisation environnementale proactive. C'est quand même marrant que les géologues, pour la deuxième fois, nous fournissent des concepts qui sont quand même super pour les sciences sociales. Anthropocène, c'était déjà pas mal, mais zone critique, c'est bien aussi ça. Tout le monde comprend en politique ce que veut dire une zone critique. Voilà.